Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours avec Jean-François Akanji-Kombe, notre éditorialiste, Ibrahima Keïta, consultant en communication, Alpha Oumar Diallo, consultant en finance. Et on passe tout de suite au reste de l'actualité dans le grand angle. Des structures sanitaires peu réglementées qui continuent d'échapper au contrôle de l'État. Une situation dramatique qui prévaut notamment au Tchad et sur laquelle le gouvernement a commencé à se pencher avec une mission qui vient de rendre ses conclusions. Un bilan alarmant qui révèle de nombreuses failles pour ces structures médicales qui pullulent depuis de nombreuses années. Certaines d'entre elles ne répondent pas aux normes en vigueur et plus de 12% n'auraient même pas obtenu l'autorisation d'ouvrir. On parle de pharmacies, de cabinets médicaux ou encore de laboratoires d'analyse. Voyez ce reportage de Mahamat Ramadan et de Hadidjatou Badaoué. Au Tchad, d'après un récent rapport de la mission de contrôle des structures privées de santé, 12% des établissements sanitaires ne respectent pas les normes en vigueur dans le pays. Pour faire le ménage, le gouvernement a annoncé la fermeture éventuelle des 92 établissements sur les 321 contrôlés et la mise en demeure de 101 autres. Assainir le secteur pharmaceutique pour préserver nos populations de tous ces vendeurs de mort à vil prix et maintenant la confiance des populations du système de santé de notre pays. Sur 1 million de décès du paludisme dans le monde, on estime que 200 000 environ auraient pu être évités si les patients avaient été soignés avec les vrais antipaludéens. Selon le rapport, certains établissements de soins de santé disposent des dépôts pharmaceutiques dont les médicaments sont d'origine douteuse et pratiquent de manière disparate les tarifs des actes médicaux. Les locaux des cabinets de soins sont généralement insalubres et la gestion des déchets médicaux se fait sans aucun respect des normes. Je ne peux pas me hasarder, mais je vois quand même des médicaments de la Chine, de l'Inde qui sont là, qui pullulent le marché parallèle. Et donc maintenant, c'est une lutte qui concerne toute la population tchadienne. Ça ne s'arrête pas seulement au niveau des pharmaciens, mais on aimerait que les ministères concernés nous accompagnent. Par rapport à ça. C'est vrai, la lutte est vraiment longue, mais quand même, on a commencé. Sont concernés par la mission du contrôle les cliniques, les cabinets médicaux et des soins, les pharmacies, les dépôts pharmaceutiques et les laboratoires d'analyse privés. Par ailleurs, les autorités de la santé publique ont annoncé la création d'une police sanitaire pour assurer le suivi des structures de santé privées. Alors, ce sont donc au total 300 structures de santé qui ont été contrôlées par le gouvernement. Et le gouvernement a décidé d'en fermer 92 puisque ces établissements, en tout cas, seraient aux normes en vigueur. Alpha Oumar Diallo sont pourtant des établissements qui exercent depuis de nombreuses années. Certaines ont même pignon sur rue. Et là, on a le sentiment que le gouvernement vient de découvrir qu'il y a effectivement des établissements de santé qui ne répondent pas aux normes imposées. Bon, c'est une bonne nouvelle. Vaut mieux tard que jamais que le gouvernement tchadien se réveille pour un peu mettre de l'ordre dans ce qui se passe dans un système sanitaire vieillissant ou avec un personnel mal formé ou n'importe qui, n'importe où peut venir construire un laboratoire d'analyse ou bien mettre une pharmacie ou mettre un cabinet médical sans avoir des autorisations. C'est très grave dans un pays parce qu'on parle de la santé humaine, on ne parle pas de n'importe quoi, on ne parle pas du manger, on parle de quelqu'un qui vient se soigner et qui fait confiance à des médecins, à des soi-disant médecins, ou bien à des soi-disant cabinets médicaux, ou bien à des soi-disant laboratoires d'analyse, alors qu'ils ne répondent pas aux normes. Donc, je pense que c'est une très bonne idée, mais il fallait mieux prévenir avant d'en arriver là. Maintenant que le gouvernement se réveille et qu'il essaye de faire en sorte que les choses aillent dans le bon sens, c'est une bonne idée. Mais je trouve que 30% des cabinets ou bien qui ont été contrôlés soient hors normes, c'est grave pour le Tchad. Je comprends maintenant pourquoi la plupart des Tchadiens ne se soignent pas dans leur pays, ils sont obligés de venir soit au Maghreb ou bien venir en France ou d'aller dans d'autres pays pour ceux qui ont les moyens. Et c'est très difficile aussi que n'importe qui puisse vendre des médicaments, même dans un marché à ras-le-sol. C'est très grave. Parce que les gouvernements africains en fait, jouent avec la santé des gens, jouent avec l'avenir scolaire des étudiants. Alors cela montre que l'État, notamment l'État tchadien, n'a aucun contrôle sur
les établissements aujourd'hui, oui, bien sûr. Avant cette mesure-là, il n'y avait rien, en fait. Moi, je prends ce reportage pour un révélateur pour le continent africain dans son ensemble. Parce que les problèmes qui viennent d'être évoqués là ne sont pas seulement des problèmes tchadiens. Si je commence par le dernier problème, c'est-à-dire le problème des pharmacies, dans toutes les villes, dans toutes les capitales d'Afrique, quand on dit pharmacie, on ne pense pas immédiatement à la pharmacie homologuée. On pense à ces petites échoppes qui figurent, qui sont au fin fond des quartiers, où on vend des choses qui ne sont absolument pas contrôlées, on n'en connaît pas l'origine, on n'en connaît pas les effets, on ne sait même pas s'ils ont été testés ou pas. Et là, c'est un véritable problème de santé publique. Ça renvoie à des problèmes, à des questions qui sont plus fondamentales à mes yeux, en tout cas, des questions de politique publique. Il y a des choses qui appartiennent au domaine marchand et qui peuvent participer de la libre concurrence, et il y a des choses beaucoup plus importantes. On a poussé nos pays, nos États africains dans l'état où ils étaient, à privatiser à outrance. Or, la privatisation, même à ses propres exigences. On ne privatise pas seulement comme ça, on ne lance pas, j'allais dire à des vautours, mais bon, c'est pas des vautours. On le fait en faisant changer l'État. L'État devient régulateur et contrôleur. Il faut, et notamment dans le cas qui nous a été présenté, des établissements hospitaliers, c'est au moment où on leur donne l'autorisation qu'on doit d'abord commencer le contrôle. Et on suit ce contrôle-là, ce contrôle est périodique, ils se construisent, ils commencent, on leur donne l'autorisation d'ouvrir, et il y a des contrôles périodiques quand même. Là, malheureusement, et j'entends que la police sanitaire, c'est seulement aujourd'hui qu'on le crée. Il vaut mieux tard que jamais. C'est quelque chose de ponctuel. Mais il vaut mieux tard que jamais, mais cette problématique-là, la santé, et la santé sur notre continent africain, c'est sans doute une des richesses de l'Afrique. C'est une des richesses de l'Afrique. Il faut une population en bonne santé pour pouvoir développer une économie, pour pouvoir vivre, pour pouvoir être heureux. Plutôt que de passer son temps à aller à des places mortuaires, ce qui est devenu le cas maintenant dans la plupart des pays. Dans la plupart des pays africains. Ibrahima Keïta, est-ce que l'État tchadien notamment a les moyens véritablement, ou en tout cas la volonté politique réelle de mener une politique de contrôle, notamment des établissements de santé? Mais on doit se donner les moyens. L'État tchadien doit se donner les moyens et peut se donner les moyens. Moi, je suis tenté de dire que c'est tout simplement un scandale. Ce à quoi on assiste au Tchad, c'est qu'on joue aujourd'hui avec la santé et la vie des gens. Et ce qu'on n'a pas peut-être dit, c'est que beaucoup de gens ont compris qu'on pouvait réellement faire un business sur la vie des gens. C'est vraiment ça. C'est un système qui est complètement gangréné au plus haut sommet de l'État. C'est-à-dire que ce sont les dirigeants. Comment peut-on permettre qu'il y ait effectivement cette émergence de centres hospitaliers privés sans agrément, qui n'ait pas de normes? C'est qu'il y a des complicités quelque part. Comment peut-on expliquer qu'il y ait des produits pharmaceutiques importés qui viennent sans aucun contrôle et qu'on ne peut même pas, et que d'ailleurs qui ne soigneront même pas effectivement ces populations, mais qui peut-être vont même accélérer leur mort quelque part. C'est vraiment, c'est très très grave ce qui se passe. Et donc forcément, il y a la responsabilité de l'État, il y a forcément la responsabilité au niveau des douanes, parce que si ça vient de l'extérieur. Donc c'est un vrai business, et aujourd'hui, il y a des mesures fortes à prendre, et bien entendu, comme le disait M. Diallo, vaut mieux tard que jamais. Et je pense qu'à partir de là, avec la fermeture de ces établissements-là, ça va dans le bon sens, c'est à saluer, mais c'est gravissime, c'est extrêmement grave ce qui se passe en tout cas au Tchad. Jean-François. Oui, très brièvement, moi je pense que le vrai problème sanitaire en Afrique, c'est que les gouvernants et les élites ne sont pas concernés, ne se sentent pas concernés par ça. On a évoqué tout à l'heure le fait qu'il y a des évacuations à tout va. Et souvent des évacuations sur les fonds de l'État, en plus, sur fonds publics. Donc ils se soignent à l'extérieur du pays, et pour se soigner à l'extérieur du pays, ils mobilisent des moyens qui sont sans commune mesure. Moi, je serais pour que tous nos gouvernants et toutes les élites se soignent sur place. Quand ils auront pris des médicaments frelatés, lorsqu'ils seront dans des centres hospitaliers qui n'ont pas le confort qu'on a dans le Maghreb ou ailleurs, les gouvernants de ces pays-là, du Maghreb et d'Europe, se soignent chez eux. Le jour où nos gouvernants et nos élites se soigneront en Afrique et chez nous, à ce moment-là,
d'abord, premièrement, on ferait des économies qui seraient investies dans le domaine hospitalier et dans le domaine sanitaire. Et puis, peut-être que les choses avanceront. Parce que sinon, on continuera à assister à cela. On est des laissés pour compte. Vous évoquiez tout à l'heure, juste un petit détail, le chiffre de 92 ou 93. Oui. Mais il y a un autre chiffre. Il y a la centaine qui est envisagé, qui va recevoir des contrôles et qui reçoit des mises en garde. Oui. Ça veut dire que sur 300, vous avez plus de 200 qui ne sont pas aux normes. Alors, pour avancer un petit peu... Hein, pour aller rapidement. Dans le sens de Jean-François, c'est que quand je prends l'exemple du Gabon aujourd'hui, avec le président Ali Bongo Ondimba, je lui souhaite prompt rétablissement, mais il tombe malade en Arabie Saoudite, on dit il va mieux, mais au lieu d'aller au Gabon pour se reposer ou bien pour... soigner, tout simplement. Non, c'est pas pour se soigner. Il dit là, c'est pour récupérer en fait en quelque chose. J'ai même oublié le terme technique que je viens de lire sur Jeune Afrique. Il dit qu'il va, sa femme à Londres, voilà, sa période de convalescence. Au lieu de rentrer dans son pays pour suivre sa période de convalescence, on dit qu'il doit aller à Londres parce que sa femme a une somptueuse villa là-bas. C'est là-bas qu'il va suivre sa convalescence. Donc c'est un système révélateur de ce que nos élites ne vivent pas dans le même système sanitaire, dans le même système éducatif que la population. Donc, donc ils n'apportent aucune importance, sauf à avoir un budget colossal, les détourner à la fin. Donc, du coup, pour moi, maintenant, au niveau des solutions, des mesures concrètes qu'il faut prendre, moi, je pense que quelqu'un qui ouvre un système sanitaire, que ce soit un cabinet médical ou une pharmacie ou un laboratoire clandestin, il faut le sanctionner. Il faut de la prison ferme. Alors, c'est justement la question que j'allais poser à Alpha Oumar Diallo. Alors là, le gouvernement a décidé de fermer ces établissements. Mais qu'en est-il du personnel qui est exercé dans ces établissements? Quelle suite judiciaire? Puisque voilà, le gouvernement dit avoir fermé, mais on ne sait pas ce qui va devenir de ce personnel-là. Est-ce qu'il va y avoir des sanctions? Est-ce qu'il va y avoir des poursuites judiciaires? Alors, vis-à-vis du personnel, il y a d'abord le premier groupe qui, à mon avis, importe, c'est les patients, c'est la population. Tous ceux qui ont ingéré ces médicaments ou qui ont été maltraités, parce qu'il y a des séquelles, il y a des personnes qui doivent souffrir de séquelles, il y en a peut-être qui sont mortes, il y en a la question de la responsabilité médicale. Dans le pays où nous sommes là, lorsque vous allez dans un petit dispensaire et que vous avez ce qu'on appelle les maladies nosocomiales, parce que pourtant c'est très très bien nettoyé, mais il y a des microbes qui circulent un peu partout, vous sortez un tout. Vous pouvez emmener un médecin ou emmener l'hôpital devant le juge et obtenir une indemnisation. Mais je ne dis pas qu'en Afrique, il faut adopter le même système, mais il faut adopter le même principe, celui de la responsabilité de celui qui soigne. Lorsqu'on touche au corps de quelqu'un, on touche à la vie de quelqu'un, c'est pas rien. Et ça fait partie d'une certaine culture. C'est une question de culture de santé qu'il faut inculquer en Afrique. Et puis ensuite, on vient au personnel. Le personnel, il y a un code du travail, j'imagine, dans ce pays. Alors, voilà, est-ce que cette mesure n'est pas quelque peu limitée dans la mesure où on ne nous dit pas si oui ou non il va y avoir des sanctions par rapport au personnel qui exerçait dans ces établissements, ni même sur le suivi des patients, parce qu'on ne sait pas qui sont les patients en question. Voilà, il y a quand même une certaine limite. Oui, en fait, bon, l'idée va dans le bon sens, mais on n'est pas encore au bout, en fait, parce que, il faut faire en sorte que quelqu'un qui ne puisse pas exercer comme il le veut, il a dit que n'importe qui ne peut pas s'octroyer le titre de médecin dans un pays, alors qu'en Afrique, chacun peut dire que moi j'ai un diplôme de médecine, je viens et je peux exercer. Il n'y a aucune vérification. Alors qu'en France, on sait que n'importe qui ne peut pas dire parce que c'est pas parce que j'ai obtenu un diplôme de médecine dans un autre pays que je peux venir faire tout et n'importe quoi. Donc, comme disait Jean-François, je pense qu'à ce niveau-là, il faut une régulation dans chaque secteur. C'est-à-dire qu'au niveau du personnel, quelqu'un qui n'est pas habilité à soigner ne puisse pas soigner. Et que s'il soigne quelqu'un et qu'on l'attrape, qu'il y ait de la prison ferme et qu'il y ait des amendes records, avec des sanctions financières importantes qui dissuadent les gens à aller dans ce sens-là. 3.
Et je pense aussi que s'il y a ces systèmes sanitaires parallèles qui émergent un peu partout, c'est parce que l'État est complètement défaillant. Parce que s'il y avait des systèmes sanitaires public qui fonctionne correctement, personne ne serait parti voir une pharmacie à la sauvette, personne ne serait parti voir un cabinet médical qui n'a aucune licence ou qui ne répond à aucune norme. Donc à ce niveau-là, il faut que l'État aussi joue son rôle de protecteur et qui assure la santé des citoyens. Au niveau du système de santé dans ce pays, effectivement, où plus de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Oui, tout à fait, mais il faut effectivement un traitement exemplaire au niveau des sanctions. Ça, c'est une première chose. La deuxième, s'assurer effectivement que, à partir de maintenant, que tout établissement privé qui serait créé soit aux normes. Je pense que c'est très important et donc il faut que l'État ait un véritable droit de regard là-dessus. Et un point qui n'a pas aussi été évoqué, qui est très important, c'est effectivement de veiller à la bonne formation, mais ça rejoint un petit peu ce que d'ailleurs, mais à la bonne formation effectivement de ces futurs médecins, de ces futurs infirmiers, parce que c'est le corps effectivement médical, et bien entendu, parce que tant que ceci n'est pas appliqué, je pense que ça restera en l'état. Donc là-dessus, il faut aller dans cette voie. Il faut aller encore plus loin. Il faut aller plus loin parce qu'on ne peut pas se permettre de jouer avec la vie des gens. Merci beaucoup. Alors, merci à vous, Alpha Oumar Diallo. Je rappelle que vous êtes consultant en finance. Ibrahima Keïta, vous êtes consultant en communication. Vous devez malheureusement nous quitter en cours d'émission. Mais merci, un grand merci pour vos explications tout au long de cette émission. Quant à nous, on se retrouve dans quelques secondes pour la troisième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.